Élection présidentielle 2016, le Gabon se rapproche inexorablement de la date du 27 août 2016, date à laquelle le peuple gabonais va devoir choisir celui qui présidera à ses destinées dans les 7 prochaines années. Mais pour ce faire, il lui faudra des éléments de conviction, d'explication et d'appréciation. Et ce sont les différents candidats qui devront les leur donner afin qu'ils fassent un choix judicieux. Nous avons aujourd'hui rencontré l'un des 14 protagonistes à cette importante joute électorale qui se profile à l'horizon. On le demande à vous croire chez Gérard Elanguema. Monsieur Gérard Elanguema, bonjour. Bonjour, monsieur Kamara. Merci d'avoir accepté de nous recevoir chez vous pour nous donner quelques explications sur votre projet de société. Je rappelle que vous êtes candidat à cette élection présidentielle. On va essayer de débattre sur les raisons qui vous ont amené à présenter votre candidature. Votre projet de société s'intitule « La révolution économique ». Vous allez nous dire pourquoi cette révolution économique est-elle voulue par vous et par les vôtres. Vous êtes adepte du football? Certainement. J'ai pratiqué un peu de foot. D'accord. Ça veut dire que vous avez suivi un match de football de bout en bout? Oui, sûrement. Et donc, 90 minutes, ce n'est pas trop pour discuter avec vous. Nous avons donc 90 minutes dans cette émission pour parler avec vous de votre projet de société, ce qui intéressera les Gabonais. Nous parlerons d'abord de la politique intérieure et extérieure que vous entendez mener pour le pays. Nous parlerons aussi de la gouvernance sociale. Nous parlerons de la gouvernance économique. Et puis, la gestion de la culture, du sport, du tourisme, des loisirs, et puis la préservation de l'environnement. Voilà les grands thèmes sur lesquels nous allons discuter tout au long de cette émission. Je voudrais d'abord vous présenter aux téléspectateurs. Gérard Elanguema est né le 3 octobre 1972 en Toum, études primaires et secondaires au Gabon, études supérieures également au Gabon, à l'université Omar Bongo de Libreville. Il entre très tôt en politique. En 1997, il fonde le RNR, le Rassemblement national des Républicains, RNR qui finalement a été fondu en 2010 dans le grand ensemble qui est né après l'élection présidentielle anticipée de 2009, un grand ensemble dans l'opposition qui avait donc créé l'Union nationale, ensemble dans lequel on retrouvait l'ancienne UGDD et puis plusieurs autres figures politiques du pays. C'est donc en gros comme cela qu'on peut vous présenter, M. Gérard Elanguema. Est-ce qu'il y a des choses à redire? Non, je ne pense pas. Rien à redire. Peut-être dans notre débat, les Gabonais trouveront certainement des choses à ajouter. Des choses à ajouter. Voilà. Alors, nous allons directement dans le débat. Parlez-nous de votre projet de société Révolution économique. Pourquoi? Je vous remercie de l'opportunité que vous me donnez d'échanger avec vous. Ça veut dire avec les Gabonais, pour que les Gabonais puissent s'imprégner des raisons qui m'ont poussé à me présenter candidat. La révolution économique est pour moi un engagement fondamental aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il faut produire pour que les Gabonais puissent renouer avec des beaux jours dans leur vie. Il faut produire pour que les Gabonais puissent renouer avec l'emploi, parce que l'État semble-t-il essoufflé. Il faut produire pour que les Gabonais prennent possession du secteur primaire de leur économie, parce qu'il ne suffit pas de dire qu'on veut être libre, on veut être indépendant, si l'économie gabonaise est maintenue de bout en bout par le secteur primaire, par nos frères immigrés, les Ouest-Africains. Bravo pour eux, mais je crois qu'il est temps que les Gabonais s'approprient leur propre économie pour que nous commencions à débattre de qu'est-ce que c'est la liberté. Parce que ce qui donne la liberté, la dignité et la raison d'être intégré dans sa société, c'est d'avoir sa capacité à produire pour soi-même et pour son pays.
Donc, c'est pourquoi ce projet, je l'ai intitulé « La révolution économique ». Ce projet va participer à trouver des solutions durables, parce que l'assistanat ne peut plus continuer à exister, des solutions durables pour l'État, parce que plus il y a des PME, plus l'État gagne quelque chose à travers l'impôt, à travers la fiscalité, plus le citoyen gagne quelque chose parce qu'il peut répondre aux besoins du marché, ça veut dire qu'il peut acheter au rayon. Donc, je crois que c'est ce qui intéresse beaucoup les Gabonais. Et plus l'État aura de l'argent, plus la question du social sera réglée parce qu'on la règle avec de l'argent. On ne la règle pas tout simplement par des bonnes intentions. Donc, je crois que c'est ça le véritable enjeu d'aujourd'hui. Donner à notre pays et à l'État un nouveau visage et une véritable dignité. Alors, on va rester dans les généralités. Vous avez été secrétaire exécutif adjoint de l'Union nationale. Je le précisais dans le préambule. Votre parti avait fondu dans le moule de l'Union nationale. Les Gabonais n'ont pas trop bien compris votre défection, votre départ de l'Union nationale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Je vous remercie encore de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Parce que je ne suis pas parti de l'Union nationale. C'est ce qu'on veut faire courir dans l'opinion, mais je ne suis pas parti de l'Union nationale. Je suis Union nationale, sauf que nous avons décidé que notre Union nationale se dénomme désormais Union nationale AMO, qui veut dire Action, Modernité, Ouverture. Pour d'autres, ça veut tout simplement dire notre charismatique leader parti dans l'au-delà. André Mbobam. André Mbobam. Non, je ne suis pas parti de l'Union nationale. L'Union nationale, les Gabonais ne comprennent pas, l'Union nationale est née par la volonté d'un homme. Cet homme, c'était M. André Mbobam. Et pour créer ce parti, nous étions plus de 16 partis. Beaucoup ont refusé de faire le sacrifice et préféré garder leur chapelle. Monsieur Mimbuto, Monsieur le feu Pierre Clavin Zimboum et Monsieur Langema, nous avons décidé de faire ce sacrifice pour les Gabonais pour mettre nos partis ensemble. C'est pourquoi justement déjà la direction de notre parti s'appelait un directoire. Et au vu des dysfonctionnements par la suite qui ont commencé à voir le jour à partir de la santé fragile du principal leader, parce qu'il faut le reconnaître, c'est lui presque, c'est lui qui a donné le principal souffle à ce parti. Lorsque ces problèmes de santé ont commencé à se signaler, beaucoup de dérives autoritaires sur le plan de la gestion du parti ont commencé à se faire jour. On a commencé par vouloir créer des commissions qui n'étaient pas statutaires. On est arrivé aux nominations qui n'étaient pas statutaires. Et à partir du moment où on a fait des listes aux élections 2013, au local, dans des chambres, non au niveau du siège du parti. Et lorsque j'ai commencé à signaler cet état de fait, beaucoup n'ont trouvé d'autres solutions que de dire oui, Ifikot avait le pouvoir, oui, c'était un impoli. Bref, je suis quand même resté jusqu'au décès de M. André Mbobam. Suite à son décès, il était question de voir maintenant comment le parti va fonctionner, évidemment. Est-ce que le parti, son secrétaire exécutif décédé, est-ce que le parti allait rester sans le principal moteur d'un parti, qui est le secrétaire exécutif? Alors la question a été posée, puisque nous avions un mois de deuil. Le mois de deuil dépassé, il était question de dire maintenant, bon, pour l'instant, jusqu'au prochain congrès, qui assume la gestion administrative du parti. Des anciens ont tergiversé, tout simplement parce que c'était Elangema qui était l'adjoint, et naturellement, c'est lui qui devait être le secrétaire exécutif intérimaire. Ils ont commencé à tergiverser, d'autres m'ont eu à me dire, fais ce que tu veux. Alors je suis resté dans mon coin. Puis j'ai commencé à réclamer, alors si vous n'acceptez pas que je sois l'intérimaire, alors organisons un congrès. Comme ça, ce congrès va élire le nouveau secrétaire exécutif. Là encore, c'était comme si c'était rechercher la lune dans le ciel. Et à la fin, j'ai dû
crié fort en disant, si vous ne faites pas le congrès, moi, je vais l'organiser. Et je crois que même ceux qui sont restés à l'ancienne Sobraga doivent me dire merci. Parce que grâce à moi, il y a eu le premier congrès de tendance Mimboto de l'Union nationale. Et à ce congrès, voyez-vous, ils n'ont invité ni Elangema, qui est le dépositaire administratif du parti, ni M. Jean Yendo, qui est le vice-président, et bien d'autres personnes. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'ils ont tenu leur congrès, ils nous ont changé sans nous associer. Alors une partie des militants ont demandé à ce qu'un autre congrès se tienne. Et c'est sur la base de ce congrès que je suis devenu le président de l'Union nationale AMO, Action, Modernité, Ouverture. Et par la suite, vous remarquerez que M. Jean Yegendo a démissionné. Les souverainistes ont démissionné. Donc, vous voyez ce qu'on a voulu faire passer au départ comme le phénomène Elangema est devenu un phénomène de raison. Alors, voilà. M. Elangema, est-ce que on ne pouvait pas laisser passer ces soubresauts, on ne pouvait pas les laisser passer sous cap pour entrer dans une campagne électorale et une élection présidentielle avec sérénité et peut-être après laver le linge sale en famille? Parce qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec deux candidatures issues d'un même groupement politique. Oui, ça c'est l'idéal que vous énoncez là. Mais vous savez, même dans un mariage, lorsque deux époux sont vers la voie du divorce, je crois que la conciliation, elle se passe entre les deux partenaires. Mais lorsque l'un des partenaires ne veut rien entendre, ne veut rien écouter, fait à sa tête, qu'est-ce qui revient au second partenaire? Lequel des deux fait à sa tête, vous ou les autres? Non. Est-ce que vous avez tenté cette conciliation? Mais nous l'avons tenté, plus qu'en demandant le congrès. C'était une manière de trouver des solutions aux difficultés qui s'imposaient à nous. C'était trouver des solutions aux nominations faites, parce que c'était antistatutaire. Vous savez, les statuts d'un parti, c'est comme la constitution d'un État. Si on ne respecte pas les statuts d'un parti, ça veut dire qu'on ne peut pas non plus respecter la constitution d'un État. Et en proposant ces solutions, pour moi, c'était une manière de chercher à trouver, à laver le linge sale en famille. Mais vous voyez, si c'était Elangema uniquement le problème, pourquoi M. Jean Yegendo est parti? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, vous pensez que je dénonce une situation, M. Jean Yegendo dénonce une situation, les souverainistes dénoncent une situation, M. Solmengue dénonce une situation. Vous ne trouvez pas que c'est un peu de trop? Vous ne trouvez pas qu'il y a une mauvaise volonté qui s'exprime? Il y a quelqu'un qui ne veut pas entendre tous les klaxons, tous les signaux? Mais pour qu'on en arrive là, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fermé les oreilles. Alors, le 5 septembre, vous faites donc ce réquisitoire contre vos responsables hiérarchiques. Le même 5 septembre, on vous voit aux côtés de Jean Ping. Est-ce que, selon les observateurs, vous acceptez qu'il y ait eu une main noire qui vous ait un tout petit peu manipulé? Non, Monsieur Carnot, je ne voudrais pas croire que votre boîte à film est vide, parce que avant le 5 décembre, c'était décembre. Hein, septembre, je me rappelle qu'avant cette date-là, j'ai signalé le problème, je crois 2 ans en arrière. J'allais de conférence de presse en conférence de presse, j'allais de déclaration en déclaration. Ça, ce n'était que la dernière. Donc, le monsieur Jean Ping ne peut pas être la main noire qui oriente M. Elangema. Non, M. Carnot, je crois qu'on connaît M. Elangema. Je ne suis pas quelqu'un que l'on manipule ou que l'on fait épouser ce qu'il ne veut pas. Il se dit que vous avez rencontré Ali Bongo Ondimba lors de son passage au quartier Cocotier dans le 2e arrondissement. Vous confirmez? Je trouve que c'est méconnaître ce qu'on appelle les acteurs politiques. Je ne pense pas que, même si au Gabon, on tend à diminuer la fonction de président de la République, même si on la réduit à rien du tout maintenant, parce que c'est un réel problème. Et les actes que nous posons aujourd'hui vont nous rattraper demain, parce que demain, M. Ali Bongo peut ne pas être président, mais nous-mêmes, nous avons mystifié
la fonction de président de la République et celui qui va l'occuper dans l'avenir aura des difficultés à se faire respecter. Vous pensez que M. Carnot, vous pensez que si M. Ali Bongo veut me recevoir ou s'il veut discuter avec moi, vous pensez que c'est dans un bar à Cocotier? Vous pensez que si moi et Languema, j'avais été jouer au Songo à Cocotier avec M. Ali Bongo, les caméras, vos caméras, les journalistes de l'Union auraient manqué de tirer cette image? Je crois tout simplement qu'on est au bord du ridicule. C'est tout. Les gens n'ont rien à dire et c'est parce que Languema devient dérangeant qu'on tente de dire. Et puis, je voudrais profiter de ces caméras pour dire qu'il faut que ce soit compris une bonne fois pour toutes. Je n'ai pas de problème personnel avec qui que ce soit. J'ai des problèmes sur l'approche politique et la gouvernance de notre pays et la justice. Ce sont des principes qui ne sont pas négociables pour moi. Si je dois rencontrer M. Ali Bongo, c'est un acteur politique. Si je dois échanger avec lui sur des questions du Gabon, vous pensez que je vais avoir peur de le faire? Parce que si ça doit résoudre les problèmes du Gabon, je le ferai. Mais je n'irai pas voir M. Ali Bongo pour régler mes problèmes personnels. Est-ce que ça épouse votre ligne politique en rencontrant M. Ali Bongo? Écoutez, quand vous voyez bien la politique en Angleterre, lorsque les protagonistes se parlent sur des sujets qui concernent leur pays, ça veut dire que vous avez changé de camp, ça veut dire que vous avez changé de discours. Lorsque Hollande et Sarkozy se rencontrent, quand il y a un problème qui se pose à la France, non, arrêtons de rendre primitif la pratique politique chez nous. Devenons de réels acteurs politiques avec des idées. Ce sont ces idées qui fondent notre action. Arrêtons de nous arrêter au m'as-tu vu du style « je ne discuterai pas avec Ali Bongo ». Et pourtant, dans le même temps, les gens disent « oui, on appelle Ali Bongo à un dialogue ». Est-ce qu'on peut vouloir une chose et son contraire? Qui convoque le dialogue? Qui discute avec qui? Je voudrais que les gens disent la vérité au peuple, que les hommes politiques sont appelés à se parler s'il est nécessaire de discuter des problèmes du pays. Par contre, ce qui serait condamnable, c'est que j'aille voir Ali Bongo en catimini, peut-être pour négocier des prébendes personnelles au détriment de mon engagement politique. Et ça, je voudrais le dire une bonne fois pour toutes, mais pour dire que je n'étais pas à Cocotier. Il faut que ce soit clair pour les Gabonais. Alors, pour couper court à ce débat qui court dans les quartiers de la capitale et à l'intérieur du pays, les Gabonais aimeraient savoir comment vous faites pour financer votre campagne électorale. Parce que là encore, il se dit que vous seriez allé voir quelqu'un qui vous demande de jouer son jeu et saper un tout petit peu l'élan de l'opposition gabonaise. Est-ce que vous confirmez? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous déniez cette thèse? D'abord, la première chose que j'apprécie, c'est qu'on me donne une très forte capacité. Ça veut dire que rien que Languema est capable de saper l'élan de toute une opposition. Je remercie mes détracteurs de me donner cette forte personnalité et cette forte capacité. Je voudrais... Vous pensez que vous ne l'avez pas? Je ne dis pas moi, mais je dis, je ne mettrai pas cette capacité pour ça. Est-ce que vous pensez que Languema a besoin de saper des gens eux-mêmes qui sont déjà sapés? Vous pensez? Vous pensez que Languema a besoin de nuire à des gens qui se sont nus eux-mêmes dans leur passé? Je crois plutôt que la virginité politique de Languema gêne quelques acteurs. Gêne quelques acteurs. Parce que ces gens qui pensent que je suis à la solde d'Ali Bongo, c'est ce qui se dit et c'est ce qu'on fait courir. C'est une organisation qui fait courir cela. Mais la campagne arrive, nous allons en parler vraiment. Mais ce qu'ils ne disent pas aussi aux Gabonais, c'est que ces messieurs et dames, du moins ceux qu'on appelle les grosses pointures, beaucoup ont envoyé leurs adeptes chez moi
pour dire à Gérard que vraiment j'ai besoin de lui, c'est vraiment le jeune qu'il nous faut, il faut qu'il travaille avec moi, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, je lui promets telle chose à ma victoire. Et pourquoi vous avez refusé cela? Ou s'il a besoin de quelque chose maintenant, je le lui donne. Vous refuserez Mais cela? Tout simplement, j'ai dit, j'ai travaillé pour des gens, maintenant je veux travailler pour le Gabon. Et personne jusqu'ici n'arrive à me convaincre qu'il veut travailler pour le Gabon parce que l'engagement des gens vers le changement se limite à quoi? Ce que j'ai entendu moi. Pour le premier, c'est qu'on ne veut pas faire les affaires avec moi, on ne veut pas faire les affaires avec mes enfants ont été poussés à l'exil. Ça veut dire que le postulat part de ces frustrations personnelles, ce n'est pas pour changer la donne au Gabon, la donne politique. Pour l'autre, c'est il ne sait pas conjuguer le verbe « je mange, tu manges, il mange, nous mangeons ». Est-ce que le Gabon est une histoire de mangeoire? Je ne sais pas. Vous pensez on peut tout aussi choisir un autre verbe. Je marche, tu marches, il marche, nous marchons. Pensez que le verbe manger n'a pas une... Oui, voilà. Moi, ça a une connotation très péjorative sur une approche politique. Bon, on aurait pu utiliser un autre verbe. Moi qui ai été à côté de Mbaobam, moi qui ai eu la chance de travailler aux côtés d'un homme comme Pierre Mambundu, moi qui ai travaillé à côté de mon père Nguema Mitoge, d'Oyonaba, d'un certain nombre de grands leaders politiques gabonais, vous pensez que je peux être séduit par ça comme discours? Mais alors, vous fermez la porte. Non, mais je vais vous dire, plus qu'on dit, où est-ce qu'il a trouvé son argent pour payer sa caution et pour faire sa campagne. Bon, la première leçon politique que je tiens d'abord à donner aux gens, ou l'éclaircissement que je tiens à donner aux Gabonais, c'est qu'aucun candidat ne fait la politique avec son propre argent. Il trouve toujours ses mécènes, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Même ceux qui sont considérés là comme Baobab reçoivent de l'argent de quelque part. Et c'est ce que vous avez fait? Non, donc à partir de là, je suis libre de chercher des gens capables de m'accompagner dans ma conviction de me battre pour devenir président et changer le Gabon. Mais ce qui est sûr, je ne vois pas l'intérêt de M. Ali Bongo, parce qu'il faut raisonner. Je ne vois pas l'intérêt de M. Ali Bongo dans une élection à un tour, l'intérêt de me financer. Pourquoi? Pour que je le batte? Parce que si j'ai ne serait-ce que le tiers de ce qu'il a, il sait que je vais le battre. Donc je crois qu'il ne peut pas se mettre, il ne peut pas jouer à ce jeu. C'est trop risqué. Donc, encore qu'il y a d'autres choses qui pourraient être dites, d'autres choses qui pourraient être faites. Monsieur Gérard Elangema nous a... Peut-être une dernière question pour fermer ces généralités. Donc vous fermez la porte directement là, ce soir, à un possible candidat unique, une possible candidature unique de l'opposition? Non, je voudrais être plus que clair. Lors de mon passage à l'émission L'Arbre à Palabre de Anzengi, j'avais été le premier à proposer devant les Gabonais que, pour moi, je ne rentrerai pas dans des formules DTE, décision, transition, élection. Je trouve que c'est l'affaire des amateurs. Je ne suis pas un amateur, moi. Je reste un homme réaliste et très politique. J'avais proposé que si il était nécessaire, selon le vœu de la population, de présenter un candidat, moi je suis prêt à participer à ce conclave-là, et puis on verra qui sera choisi. Je ne ferme pas la porte aux vœux du peuple, je ferme la porte aux égoïsmes de l'argent roi qui veut régenter sa dictature dans l'opposition. Alors, voilà. On a compris, M. Gérard Elangema est ouvert à tout dialogue, en tout cas en ce qui concerne une candidature unique de l'opposition. Je rappelle qu'il y a 14 candidats à cette élection présidentielle, 13 contre le président sortant. L'élection présidentielle est prévue pour le 27 août prochain. M. Gérard Elangema, on va ouvrir la première grande enveloppe concernant votre projet de société. Qu'est-ce que vous entendez proposer aux Gabonais? On va parler de la politique intérieure et extérieure du pays, commençant par la sécurité. Les Gabonais sont de plus en plus dans l'insécurité, notamment dans les quartiers des grandes villes. Vous, président de la République, qu'est-ce que vous
proposeriez pour sécuriser les biens et les personnes en ce qui concerne la police, mais aussi pour sécuriser les frontières du Gabon en ce qui concerne la défense nationale? Je vous dis merci. Les Gabonais vivent dans l'insécurité tous les jours. Moi, président, et dans mon projet, je vais commencer d'abord par rechercher les causes de cette insécurité. Les causes de cette insécurité, on les trouve où? C'est des causes qui ont un lien avec la pauvreté qui est presque paupérisée dans toutes les couches sociales de notre pays. Et il y a l'immigration qui n'est plus contrôlée. Tout le monde vient, tout le monde fait n'importe quoi. Donc pour moi, il faut d'abord résoudre ces pans-là, ces pans, la paupérisation, la pauvreté. Il faut gérer ce problème. Donc, il faut permettre aux Gabonais de trouver de l'emploi. D'abord, pour les sécuriser, parce que la peur, c'est ça aussi. Lorsqu'on n'a pas un emploi, on est apte à faire n'importe quoi. Il faut trouver des solutions à la situation de précarité des Gabonais. Mais pour trouver des solutions à la situation de précarité des Gabonais, c'est pourquoi je parle de la révolution économique. Parce que j'ai décidé que par là, je vais commencer par là pour des questions de sécurité, il va falloir permettre à chaque Gabonais de, s'il n'a pas encore trouvé un emploi au niveau du public ou au niveau des entreprises privées, mais de trouver quand même des moyens pour exister, pour vivre. Et cela passe par l'appropriation des Gabonais aux petits métiers. Il faut que les Gabonais s'approprient les petits métiers pour sécuriser leur existence. Maintenant, à partir du moment où chaque Gabonais sera bien dans sa peau, voyez-vous, à partir de là, la police aura beau rôle parce que ça va diminuer la délinquance. Ça va diminuer la délinquance. Lorsque les chefs de famille ont de quoi nourrir leurs enfants, lorsqu'ils ont de quoi envoyer leurs enfants à l'école, la délinquance va diminuer tout de suite et l'agent public, par exemple la police qui est en charge de ce domaine, pourra facilement gérer les questions d'insécurité dans notre pays. Je vais relancer la police de proximité. Il va falloir que cette unité soit réellement relancée. Il va falloir regarder quelle est la nouvelle approche qu'il faut donner à cette unité pour que les Gabonais puissent vaquer paisiblement et dormir avec les portes ouvertes, parce que c'est comme ça que ça se passait d'abord dans notre pays. Donc, remettre au bout du jour la police de proximité et ce que nous appelons dans le temps la sécurité publique. Ces deux grandes unités auront pour principale mission de se rapprocher des populations. Ça veut dire que la police ne doit plus gérer la question de sécurité par coup de téléphone où on dit il y a eu un voleur ou il y a eu un braquage. Non. Il va falloir au niveau de chaque grand point, de chaque grand rond-point, une présence policière qui est là d'abord pour dissuader. C'est ce que nous voyons à travers la capitale en ce moment. Oui, mais pas partout. Et la deuxième chose, pourquoi ils ne sont pas efficaces? Parce qu'ils ne sont pas suffisamment lotis en matière de moyens roulants, de moyens d'action. Donc, il faut mettre, au lieu d'acheter des avions de guerre, moi je crois qu'il faut plutôt acheter suffisamment d'outils de déplacement pour la police pour pouvoir être partout au moment voulu. Donc, les rendre présents dans les artères de notre pays, que ce soit la police de proximité comme la sécurité publique, toutes les nuits, il va falloir les rendre visibles. La police de proximité aura pour mission, là, en pleine journée, d'être présent dans tous les grands artères de notre pays. Et la sécurité publique, elle aura pour mission de garantir la sécurité des biens et des personnes
de nuit. Alors, il faudra des moyens pour le faire. Oui. Est-ce que vous pouvez avancer un chiffre? Qu'est-ce que vous allez consentir dans le budget de l'État pour améliorer la sécurité des Gabonais et la sécurité des frontières du pays? Je vais tout de suite vous répondre que la question de la sécurité n'a pas de prix. D'accord. Elle est uniquement en relation avec le budget de l'État. Mais pour moi, elle n'a pas de prix. Sécuriser les Gabonais. On peut risquer d'engloutir tout le budget gabonais? Oui, si c'était nécessaire, mais parce que le budget est limité. C'est pourquoi je vous dis, elle n'a pas de prix. Mais qu'est-ce que je crois? Je crois qu'on peut trouver beaucoup de moyens, on peut trouver des poches de financement pour cette sécurisation des biens et des personnes. Il faut réduire le train de vie de l'État. En réduisant le train de vie de l'État, on peut trouver d'énormes ressources pour financer, dans le GAPS qui va être fait, pour financer l'action de la police de proximité et de la sécurité publique. On peut créer l'impôt sur le foncier. Ça va donner suffisamment de ressources à l'État pour financer ce genre de missions régaliennes. On va devoir regarder des ressources qui sortent, par exemple, comme le CEDOC, qui ne sont pas des ressources comptables, parce que ça manque beaucoup de pièces comptables. Il va falloir que ces ressources-là soient comptabilisées pour trouver des moyens pour pouvoir aider la force publique à sécuriser la population gabonaise. Donc, il y a plusieurs aspects comme ça. Il y a l'îlot de Nkoltan qui facilite le départ des fusées dans le ciel. Le Gabon gagne bien de l'argent à partir de cela. C'est-à-dire toutes les poches qui ne sont pas enregistrées. Hein. Toutes ces poches-là où l'argent, on ne sait pas d'où ça part, à qui ça profite. Il faut recenser tous ces sous qui ne sont pas gérés pour renforcer la capacité de l'État, la capacité d'abord de l'État et l'État pour financer la sécurisation des biens et des personnes. Et la défense nationale. Les questions de justice à présent, clairement sur le paysage politique gabonais, tous les hommes politiques appellent peu ou prou à des réformes dans l'appareil judiciaire du Gabon. Est-ce que vous êtes pour des réformes ou une réforme de l'appareil judiciaire? On a vu récemment les magistrats battre le bitume pour dénoncer un certain nombre de choses. Est-ce que vous allez faire des réformes? Est-ce que vous, président de la République, vous serez aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature? Monsieur Carnot, je vous remercie pour la question. Je suis pour des réformes institutionnelles et constitutionnelles. Moi, président, je ne serai pas président de la magistrature suprême du Gabon. Non. Je crois que le principe de séparation de pouvoir entre l'exécutif, le judiciaire et le législatif doit être un sacro-saint. Il doit être respecté. Mais pour faire respecter cela, le président doit de facto se retirer au niveau du concert de la magistrature suprême. Laisser les magistrats et le corps judiciaire la possibilité de voter à l'intérieur. Celui qui va désormais être le président de cette haute juridiction, pour que les magistrats puissent travailler en toute liberté et pour que les contraintes ne soient pas, qu'il n'y ait pas de pression ni de contraintes, pour que leurs décisions ont un caractère juste. Or, même si vous ne participez en rien dans la décision du Conseil supérieur de la magistrature, mais si vous êtes le président et président du Conseil supérieur de la magistrature, tout de suite, vous êtes suspecté d'avoir influencé ou implicitement le magistrat qui doit décider trouvera moralement lui-même la possibilité de vous faire un clin d'œil. Or, vous ne le lui avez pas demandé. Donc, il faut rendre le justiciable et celui qui prend la décision, il faut leur donner la possibilité de décider librement, et celui qui a été jugé, qu'il ait le sentiment qu'il a été jugé en toute équité et en toute justice. C'est valable pour la Cour constitutionnelle.
où le président de la Cour constitutionnelle ne doit plus être nommé ni par le président de la République, ni les membres par l'Assemblée nationale, ni par le Sénat. Parce que s'il y a séparation de pouvoir, alors que le président nomme le président de la Cour constitutionnelle, le président de l'Assemblée participe à nommer les conseillers, le président du Sénat. Il n'y a donc pas séparation de pouvoir. Il n'y a pas séparation de pouvoir. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Élection à la Cour constitutionnelle? Élection à la Cour constitutionnelle. Là encore, on doit laisser les magistrats, le corps judiciaire, devant ses responsabilités. On a bien compris cet aspect, M. Gérard Languema. Diplomatie à présent, en matière de diplomatie, est-ce qu'il y aura encore, je veux dire, des partenariats privilégiés sous votre magistère? Est-ce qu'il y aura des pays qui auront beaucoup plus de privilèges que les autres? Comment vous allez organiser la diplomatie? Je ne crois pas que la notion de privilège soit une très belle notion de privilégié, non. Je crois qu'il faut imaginer une diplomatie de gagnant-gagnant, tout en sachant que nous avions des partenaires, hein, des partenaires traditionnels. Par exemple, la France. Je ne vais pas, moi, président, ignorer que la France a été toujours le partenaire du Gabon. Mais maintenant, nous allons revoir ensemble ce partenariat-là. Ce partenariat ne doit pas ressembler à l'employeur et l'employé, ou au patron et aux travailleurs. Moi, je ne voudrais pas avoir une diplomatie de cette nature. Nous devons avoir une diplomatie de gagnant-gagnant qui a des relents aussi économiques, qui participent à développer le pays et qui nous permettent ensemble, chacun de trouver des solutions aux questions qui sont posées à sa société sur le plan politique et sur le plan social. Donc, la question de la diplomatie sera ouverte, hein, avec tous les États qui voudront bien être nos partenaires. Donc, à partir de là, mais tout en sachant qu'il y a des partenaires traditionnels. Je tiens à le préciser. Comme la France. Il y a des partenaires traditionnels, pas pour imposer au Gabon telle ou telle autre chose, mais pour gérer ensemble nos acquis que nous ne devons pas, revoir comme si c'était une sorte de révolution. Non, nous devons canaliser les réformes que nous voulons amener dans nos acquis doucement et arriver à bon port. Donc voilà, pour moi, ce qui concerne la diplomatie. Ok, on va parler à présent, M. Gérard Languema, de la gouvernance sociale. Nous avons 10 minutes avant la fin de la première partie de cette émission. Gouvernance sociale, où on parlera d'éducation, de formation, de santé, d'emploi, de transport, de route. En matière d'éducation, de formation, nous avons 10 minutes, hein, M. Gérard Languema, pour tous ces aspects-là. En matière d'éducation, de formation, qu'est-ce que vous proposeriez aux Gabonais? En matière d'éducation et de formation, je voudrais dire que la question de l'éducation au Gabon est une question qu'il faut refonder totalement. D'abord, le Gabon a une éducation à 2 vitesses, où il y a certains élèves qui terminent leur année, d'autres ne terminent pas. Je crois qu'il faut rendre la primauté à l'école publique. J'entends redonner le lustre de l'école publique. Je voudrais que... D'autant qu'il y a une floraison d'éducation privée, entre guillemets, comme oui, vous. C'est-à-dire que je vais tuer cela par l'excellence de l'école publique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais répondre à la question des infrastructures. Il faut créer les structures. Je vais répondre à la question désormais des internats. Il faut école internat. Je vais répondre à la question de l'adéquation, formation, besoin en éducation. Nous n'allons plus former les gens pour former. Nous allons, après cet audit, après l'audit, nous allons savoir que le Gabon a besoin de temps d'enseignants en chimie. Il faut les produire. Nous allons former en sachant que le Gabon a besoin de tant de maîtres au préscolaire. Il faut les fournir. Je vais, dans cet élan, revoir la question de la rémunération des enseignants. Je trouve qu'ils ont la tâche la plus difficile et ils sont payés
vraiment de manière très ingrate. Donc pour moi, il est question qu'ils aient un statut particulier dans ce pays parce que lorsque quelqu'un enseigne 150 élèves, il a 150 copies à corriger par devoir, ce n'est pas rien. Donc c'est un domaine pour lequel je voudrais mettre un accent. Je voudrais rapprocher l'école des habitations. Parce que comment pouvez-vous imaginer un enfant qui parcourt 5 km à l'aller pour aller à l'école, à midi, il doit revenir chez lui, il doit repartir à l'école. Quand il revient le soir, c'est un enfant épuisé et il ne peut pas étudier ses leçons. Donc cela veut dire qu'il faut une multiplication ou une multiplicité des structures scolaires. Des structures scolaires, la formation des enseignants, il faut les recycler de manière régulière. Il faut, à la limite, construire des internats. Il faut faire en sorte qu'il y ait des lycées dans chaque province, des lycées qui ont une orientation générale, une orientation technique et des centres de formation dans chaque capitale provinciale. C'est nécessaire. Et maintenant, voir par la suite comment rapprocher les CS des départements, au niveau des départements, au niveau des grands centres de village pour que l'enfant soit à côté de l'école. Et cela permettra aussi de réduire la question de l'exode rural parce que les parents sont obligés de prendre les enfants par manque d'infrastructures, de les envoyer à des distances incroyables, parfois peut-être pas chez leurs parents. On imagine, M. Languema, que ce sera autant pour la santé puisque il faut une multiplicité de structures, de centres médicaux et tout le reste. C'est à peu près le même chemin que vous C'est le même chemin, mais surtout répondre aux besoins. Parce que ce n'est pas tout de construire. Je dois reconnaître que le régime, le pouvoir actuel, a pas mal construit ou agrandi ou amélioré des infrastructures. Mais au niveau du personnel, nous remarquons qu'il y a un problème. Donc, il va falloir une étude très élaborée qui va mettre en musique les infrastructures, les outils de service de ces infrastructures et le personnel devant utiliser ces outils-là. Je crois que c'est cette question qu'il faut résoudre et ensuite créer d'autres centres de soins au niveau des villages, au niveau des provinces, pour qu'au moins chaque province ait un hôpital général ou un hôpital central, selon. Donc je pense qu'en matière de santé, parce que ce sont des domaines prioritaires, l'éducation, la santé. Je ne trouve pas des raisons de mettre suffisamment d'argent dans la défense, acheter des armes, alors que nous avons des citoyens qui sont malades, nous avons des citoyens qui n'apprennent pas bien. Parce que dans le fond, l'économie de rente, à un moment, elle va prendre fin. Hein? Le pétrole va prendre fin. La terre va cesser de produire des matériaux qui se vendent en termes d'échange. Mais après, quand tout cela va finir, c'est maintenant la matière grise. Donc, il faut miser. Un pays qui veut aller loin dans 10 ans, 20 ans, doit miser sur sa population. Et je crois qu'investir sur la population, formation, voilà, éducation. Alors, on parle aussi de l'emploi. Très rapidement, qu'est-ce que vous feriez en matière d'emploi? Est-ce que vous allez multiplier les emplois? Comment vous allez créer les emplois? En matière d'emploi, je dois dire que je vais commencer par faire des audits. Il va falloir que je sache combien de sans-emploi il y a, combien de chômeurs il y a, parce qu'il faut faire la différence dans ces choses-là, combien d'emplois il reste à l'État, combien l'État peut encore créer aujourd'hui pour qu'une véritable politique soit créée. C'est pourquoi je dis que la révolution économique est la solution à tous ces problèmes. Moi, en matière d'emploi, il y a d'abord un élément qu'il va falloir résoudre. Le problème des jeunes qui ont appris et qui n'ont pas trouvé d'emploi. À cela, je garantis que moi, président, je trouverai un revenu minimum d'insertion pour eux, pour tous les jeunes, pour que la période, sur une période bien donnée, ça veut dire sur 2 ans, l'État t'accompagne évidemment avec un mécanisme de suivi. Il ne s'agit pas de te donner seulement l'argent et dormir sur tes lauriers. Il s'agit de te soutenir, vérifier si tu vas en permanence à la recherche de l'emploi. 2 ans après, alors
Si tu n'as pas trouvé l'emploi, l'État va te proposer la reconversion. Au lieu de rester bloqué sur ce que tu as uniquement appris pendant ton cursus scolaire, l'État peut engager une politique de reconversion pour te demander de devenir un homme d'affaires. On te forme, tu suis encore une nouvelle formation et puis on prend des mesures d'accompagnement pour que nous allions vers ce que j'appelle de l'auto-emploi. Et l'auto-emploi va permettre de t'employer toi-même et d'aider déjà l'État aussi à faire employer d'autres citoyens. Donc, en matière d'emploi, il y aura la fonction publique, mais cette fonction publique, en l'état actuel, doit subir encore l'audit. Pourquoi? Parce que les privilégiés, évidemment, ce sont ceux qui sont au pouvoir. Et dans la fonction publique, il y a beaucoup de privilégiés. Parfois, des gens qui n'exercent nulle part. Ils sont là, mais comme ce sont les privilégiés, c'est une petite élite provinciale, familiale, politique qui régente tout, alors on a du mal à mettre amis, parents, copains en chômage. Et donc vous n'allez pas le faire? Non, moi je dis, je ferai l'audit et tous ceux qui seront découverts là-dedans, alors... Les fonctionnaires fantômes? Les fonctionnaires fantômes, ils vont devoir trouver autre chose à faire. 2 minutes, M. Gérald Nguema, avant la fin de la première partie. 2 minutes pour parler de l'habitat et du transport et de la route. Oui. Qu'est-ce que vous feriez pour ces trois éléments pour les populations gabonaises? L'habitat, je ne sais pas pourquoi l'habitat cause problème au Gabon. Parce que le Gabon est un pays, à la limite, je vais le dire, béni de Dieu. Au Gabon, le ciment, il est à nous. Même si ce sont des entreprises privées qui l'exploitent. Alors on trouve des mécanismes d'allègement de la fiscalité pour que l'État puisse bénéficier de ce ciment à moindre coût pour investir pour les logements. Pourquoi ça coûte cher? Et puis, en matière d'habitat, on peut encore souscrire des partenariats publics-privés, c'est-à-dire trouver des privés qui viennent investir et trouver un plan d'amortissement de l'investissement. Donc, à partir de là, je ne sais pas pourquoi ça cause problème. Dans l'habitat, nous avons le bois qui est à nous. Pourquoi ça cause problème de construire des maisons en bois, mais bien fait aux Gabonais? Nous avons la terre, le sol. Pourquoi ça crée tellement un problème pour acheter des pondeuses comme les cités, les débuts de cités qu'on avait fait en Zayo, en briques en terre cuite? Pourquoi ce programme a été arrêté? Et pourtant, je peux vous dire, le ministre de l'Habitat de l'époque, M. Ntoutumeman, je crois qu'il a quelques villas dans le quartier Nzayo montées en briques en terre cuite et des villas que nous pouvons apercevoir. Ça veut dire que c'est un matériel durable. Et donc, vous allez relancer ce type de projet? Il faut toucher tous ces domaines pour permettre aux Gabonais d'accéder à la propriété. Il faut que chaque Gabonais ait une maison pour ses enfants, pour sa dignité, pour sa famille. On ne peut pas laisser des Gabonais qui, déjà, naturellement, gagnent très peu, et s'il doit aller encore louer une maison qui lui coûte 150 à minimum. Alors, on comprendrait que vous proposez ou vous promettez aux Gabonais une maison à chacun d'eux? Une maison pour tous. Une maison pour tous. Oui. Une maison pour tous. Il y a une dernière chose sur le transport, la route? Oui, sur le transport et la route. La question de la route, c'est une question permanente. Le Gabon a besoin de 11 000 km de bitume. Je dois dire qu'aujourd'hui, les émergents disent que nous en sommes à 672. Ils ont rajouté 672, ce qui nous ramène à peu près à 1500, 1400 par là. Je dois dire que pour moi, la question de la route est une question permanente. Donc maintenant, il est question de savoir quelle est la route prioritaire. Parce que dans la route, il y a des routes prioritaires. Il ne s'agit pas de bitumer toutes les routes en même temps. Il s'agit de tenir compte de l'aspect économique, de tenir compte des fluctuations des populations. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui en termes de route? Est-ce que c'est la route qui rentre, comment on va dire, au Cap Esterias, ou c'est la route qui va à Kokobi? Est-ce que Kokobi est un pôle économique qui a besoin de cette route pour créer des richesses au Gabon? Donc vous, qu'est-ce que vous allez faire? Pour moi, je vais devoir analyser et prendre les voies prioritaires, qui sont des voies économiques
Et je trouverai des partenaires privés pour construire ces routes-là et faire des péages. Par exemple, la route de Coco Beach, je prendrai un investisseur privé, je la fais, et puis il fait du péage. Et il rentre dans ses fonds. Voilà. Voilà, c'est la fin de la première partie de cette émission. On ne demande qu'à vous croire. Est chez Gérard Elangema, candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016 prochain. Il nous reçoit pour nous parler de son projet de société, la révolution économique. On se retrouve juste après. Retour sur le plateau dont on ne demande qu'à vous croire. Nous avons sur ce plateau notre invité, Gérard Elangema, qui est candidat à l'élection présidentielle du 27 août 2016 prochain au Gabon. Monsieur Gérard Elangema, merci encore une fois d'être venu sur ce plateau et de nous accueillir chez vous, puisque c'est nous qui nous déplaçons vers les candidats. Pour commencer cette deuxième partie, la gouvernance économique, on va parler de l'agriculture, des finances publiques, du pétrole, des mines. Mais avant, il y a un de nos confrères, Forever Magazine, qui a sorti un article dans son numéro 31 du 26 juillet, au 26 août 2016. Cet article, ce magazine a fait un article sur la présidentielle au Gabon, intitulé « Gabon présidentielle 2016, Jean-Ping, frère siamois politique de feu André Mba Obam, opposant au régime d'Ali Bongo Ondimba ou cheval de Troie ». Comment analysez-vous l'intitulé de cet article? Quelle est cette comparaison qu'on peut faire entre Jean-Ping et André Mba Obam, dont vous vous réclamez aujourd'hui, puisqu'on voit très bien que votre nouvelle ligne politique parle de André Mba Obam ou d'action, modernité, ouverture, un slogan que ce monsieur décédé aujourd'hui, paix à son âme, a donné en 2009. Quelle est mon opinion? Quelle est votre opinion sur cet article? Sur cet article, je trouve tout simplement, je voudrais dire qu'on a comparé l'incomparable. Je voudrais bien apprécier que M. Jean-Ping s'est engagé avec les raisons qui sont les siennes à conquérir le suffrage des Gabonais. Mais ce n'est pas dans les mêmes conditions que M. André Mba Obam. M. André Mba Obam l'a fait au sortir du décès d'Omar Bongo. Il l'a fait devant les Gabonais. Il a décidé de renoncer à tous ses privilèges parce qu'il pouvait rester là. Mais ils sont différents parce que M. André Mba Obam n'a pas attendu qu'on le démette. Lui, il a dit « Je ne suis plus d'accord. Je veux que la démocratie s'installe au Gabon, que la justice s'installe au Gabon. » Or, M. Jean-Ping, lui, il en est arrivé là parce qu'il n'était plus à l'Union africaine. Parce que je me pose la question aussi. Moi, je voudrais me poser la question. Je ne suis pas un Gabonais embarqué par la vague. S'il avait été réélu à la tête de la présidence de l'Union africaine, est-ce qu'il se serait dessaisi de cette charge? Donc, je trouve que c'est des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Et puis, quand on regarde l'engagement de l'un et de l'autre, l'autre part d'un engagement national. Ça veut dire de démocratie, de justice sociale, d'égalité, de respect, de dignité. L'autre part sur un postulat personnel. On ne veut pas faire les affaires avec mon bureau, Ping et fils. On ne m'a pas soutenu à mon élection au second mandat. Et ça se résume par soi-même. Ça veut dire l'échec qu'il a eu pour lui-même. Or, M. Mba Obam, lui, il est parti sur un postulat national. Donc, à partir de là, je trouve que ce n'est pas comparable et qu'on ne devrait pas associer les gens n'importe comment. Ne naviguons pas sur l'électorat d'un mort parce qu'on veut devenir président. Parce que ça ressemble à des articles commandés. Et ce n'est pas bien. Tout comme Jean-Ping avait dit que si Mba Obam avait été candidat, il n'aurait pas posé la sienne. Bon, il l'avait dit, là aussi, à son crédit, on peut le comprendre. Je le mets à son crédit. Absolument. Mais moi, je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez le dire pour quelqu'un
dont vous avez renvoyé lorsque vous étiez président de l'Union africaine. Il a voulu que le monde entier sache qu'il y a un problème. Vous avez tout de suite dit, faites-moi sortir ce ministre de gouvernement. Je ne reconnais pas ce gouvernement. Vous pensez que c'est vraiment... Je trouve que ce n'est pas bien. Je trouve que c'est méchant. Vous comprenez? C'est méchant de vouloir s'approprier l'électorat d'un homme tout simplement parce que on est devant une élection présidentielle. Je crois qu'il fait bien son travail. Il peut se poser sur sa propre démarche. Je pense plutôt qu'il n'a pas besoin qu'il vienne de faire une erreur de casting parce que ça va pousser les gens à parler, à dire un peu ce qu'ils savent. Monsieur Languema, est-ce que votre discours ne fait pas le lit du pouvoir en place aujourd'hui? On a l'impression que ce discours est le même que celui que tiennent les tenants du pouvoir en place aujourd'hui. Vous voulez que je dise quoi? Vous me posez une question, je vous donne mon sentiment et vous dites mon discours fait le lit aux tenants du pouvoir. C'est une question que je pose. Alors, moi je vous réponds à la question. Je n'ai pas voulu aborder cette question, mais je dis tout simplement ce que je sais. Ce que je sais et ce que les Gabonais ont le droit de savoir. Est-ce que parce que je le dis, que les Gabonais, s'ils ont décidé de soutenir M. Jean-Ping, est-ce que c'est pourquoi ils ne vont pas le soutenir? Je dis tout simplement que toute démarche doit être morale. Est-ce que vous-même vous le soutiendriez? Elle doit tenir compte des actions posées antérieurement. Et je dis, ça ne fait pas le lit du pouvoir parce que moi, je trouve que le pouvoir est fait de Raspoutine. Des gens qui n'ont pour seule véritable conviction que prendre l'argent de l'État et le garder. C'est la même chose que je dis pour les anciens PDGistes qui sont, par la force des choses, par leur protagonisme, leur antagonisme au sein de leur régime, qui se retrouvent dans l'opposition aujourd'hui, mais qui ont dépouillé les Gabonais de leur argent. C'est pourquoi ils n'ont pas d'école, ils n'ont pas de route, ils n'ont pas d'hôpital. Donc pour moi, ni Ali Bongo ne fait pas partie de mon rêve en tant que président, ni Jean-Ping ne fait pas partie de mon rêve en tant que président. Les tortionnaires d'hier ne peuvent pas devenir les sauveurs d'aujourd'hui. Alors vous vous dirigez... Vous me permettez, il n'y a pas une piscine dans l'opposition où on vient, on plonge et on devient un ange. Arrêtons de ce jeu. Les Gabonais ont besoin d'un minimum de respect. Gouvernance économique, à présent, on va mettre de côté cet article de notre confrère Forever Magazine. On va parler de revenir sur votre projet de société, ce que vous proposez aux Gabonais pour remporter leur adhésion dans la journée du 27 août prochain. La gouvernance économique, M. Gérard Languema, on va commencer par les questions d'agriculture. L'agriculture est un pan important de l'économie de notre pays. Il se trouve simplement que cette agriculture n'est pas très diversifiée, n'est pas très développée et que le Gabon dépend encore de beaucoup de l'extérieur pour pouvoir arriver à une sorte d'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que vous feriez de l'agriculture gabonaise? Merci, Carnot. Je voudrais très rapidement, en matière de transport, dire que j'ai été très touché par le décès qui a frappé, l'accident de circulation qui a frappé les Gabonais, les familles gabonaises. Je pense que le gouvernement n'a pas beaucoup fait. Je pense que ces situations méritent de revisiter ce secteur-là, de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Ces véhicules, est-ce qu'ils sont en bon état? Ces chauffeurs, est-ce qu'ils sont détenteurs de leur permis de conduire? Tout ça là, ces camions qui circulent la nuit, tout le monde sait que c'est interdit, mais ces véhicules qui circulent la nuit, en matière de transport aussi, au lieu de continuer à vendre, Libreville vend des vignettes, à Kanda vend des vignettes, Ovendo vend des vignettes, alors mettons tout simplement des péages. Quand tu rentres sur Libreville, tu payes et c'est au compte de Libreville. Quand tu sors pour aller au Vendo récupère pour lui. Et puis, tu vois, la question du transport est synthétiquement trouvée. Bon, pour venir
À l'agriculture. À l'agriculture. Je dois dire que l'agriculture au Gabon ne doit pas se décréter. Ou parce que l'on pense qu'il faut relancer l'agriculture, qu'il faut toucher à tout. Je crois que notre pays dépense à peu près 300 milliards l'année pour nourrir ses compatriotes parce que nous ne produisons presque pas. Pourquoi? Parce qu'à quelques années en arrière, nous pouvons nous surprendre agréablement que l'alimentation des familles gabonaises était l'alimentation locale. Mais regardez ce que les Gabonais consomment aujourd'hui. C'est le riz, c'est le poulet, c'est le riz, c'est le poulet. À la limite, même lorsqu'on tente de manger les légumes, c'est fait de produits, vraiment de produits chimiques, sur la base de produits chimiques. Moi, je crois que pour relancer l'agriculture, il faut d'abord identifier, il faut d'abord rechercher à régler la question de l'autosuffisance alimentaire. Mais pour régler la question de l'autosuffisance alimentaire, il faut d'abord savoir qu'est-ce que les Gabonais consomment naturellement et culturellement. Moi, je crois que les Gabonais consomment la banane, ils consomment le manioc, ils consomment l'igname, ils consomment le taro. La deuxième phase serait de dire ces produits-là poussent favorablement où? Identifier aussi ces zones-là. Tchibanga, Langounier, Moabi, où certains aliments sont favorables à la production. Donc, je crois que c'est comme ça que le problème, la résolution, ce problème de la recherche, de la résolution de la problématique de l'autosuffisance alimentaire doit être élagué. À chaque zone géographique correspond l'agriculture d'un produit de consommation précis. Donc, c'est comme ça que moi, j'aborderai cette situation. Le Wolentém est réputé pour son cacao-café. Je crois que si le Gabon veut continuer à produire cet élément-là, il faut favoriser les Wolentémois à se mettre en coopérative. Il faut favoriser la mise en place des coopératives pour qu'ils produisent plus et mettre à leur disposition des outils modernes, tracteurs et consorts. C'est la même chose qu'il faut faire avec des habitants de la Nyanga pour produire de la banane, les mettre en association pour produire plus, pour qu'ils puissent vivre réellement de leur production. Parce que là, on fait encore de l'agriculture de subsistance. Ça veut dire que je produis derrière la maison pour manger, mais économiquement, je ne ressens pas les avantages de mon activité. Or, moi, je crois qu'il faut mettre ces coopératives en petites PME, en petites et moyennes entreprises, avec une association de personnes, une gouvernance commune, avec l'État comme soutien d'accompagnement et de formation. À partir de là, nous verrons que nous allons produire d'abord ce que les Gabonais consomment parce qu'on ne produit pas sans identifier le consommateur. Le premier consommateur de notre production doit être le Gabonais, l'assiette du Gabonais. Donc, nous aurons ceux qui produisent, qui vont produire plus. À partir de là, ils vont déverser sur le marché. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'en déversant sur le marché, ils ont gagné économiquement et localement. Cela permettra aussi aux gens de ne plus quitter les villages pour venir en ville. Parce qu'une fois qu'ils vont produire plus, ils pourront vivre tranquillement de cette vente-là à partir de leur village. Maintenant, le marché aura pour ceci comme facteur important et facteur social. Ça veut dire que la demande va dépasser, l'offre va dépasser la demande. Évidemment, la vie chère qui est décriée par tout le monde va pouvoir être régulée par la force de la production. Est-ce qu'avec le marché de consommation, avec la population gabonaise, le marché de consommation sera suffisant pour pouvoir écouler tous ces produits? Est-ce qu'avec les 1 800 000 Gabonais, on pourrait avoir un marché consistant, concurrent vis-à-vis des autres marchés de la sous-région, par exemple? Pour moi, le premier objectif à atteindre à court terme serait de régler la question de l'autosuffisance alimentaire, la question de la vie chère.
Et je crois que la question de la vie chère ne sera pas réglée parce qu'on va augmenter les salaires. La question de la vie chère va être réglée par produire plus pour acheter moins. Donc, voilà comment je vois les choses. Maintenant, étant donné qu'il y a les 1 800 000, je veux dire 1 500 000 Gabonais, en tant que consommateurs, il y a aussi des frères immigrés qui viennent vivre avec nous, qui vont, avec la force, avec la présence de nos produits locaux sur l'étal, ils vont apprendre à consommer. Ils vont, ça va participer à l'intégration nationale. Parce que la question de l'intégration nationale sera un facteur dans cette affaire de production. Et maintenant, ce qui peut être en surplus peut être présenté dans le marché, dans la sous-région, et regarder qu'est-ce que les autres n'ont pas, que nous devons produire pour export, que nous devons leur proposer. Donc, sur le plan de l'agriculture, voilà un peu les mesures que je voudrais apporter. Parce que, tel que je vois les choses, les Gabonais consomment aujourd'hui beaucoup de riz. Pourquoi ne pas remettre au bout du jour les plantations qu'il y avait sur la route d'Akok pour que le Gabon produise lui-même son riz et que ce riz-là puisse être vendu à moindre coût pour le bien des populations, parce que dans la recherche de l'autosuffisance alimentaire, il y a la question économique et il y a la question sociale qu'il faut intégrer. Donc voilà un peu, à mon avis, l'approche de manière résumée que je peux avoir sur la question. Alors, en matière d'industrie, l'exploitation des mines, du pétrole, on sait que le pétrole occupe une place importante dans le budget du Gabon. Vous avez vous-même dit que c'est une économie de rente en se basant sur le pétrole. Est-ce que le Gabon devra continuer à se fixer sur les productions pétrolières, sur les productions minières? Qu'est-ce que vous entendez faire pour booster les recettes en ce qui concerne les mines, le pétrole? Qu'est-ce que vous allez faire pour, je veux dire, améliorer l'activité dans ces secteurs-là? Je voudrais dire aux Gabonaises et aux Gabonais que la question de l'économie de rente du Gabon est une question qui me préoccupe au plus haut point. Parce que je sais que ce n'est pas une position qui peut prospérer dans 30 ans. Elle ne peut pas, notre économie ne pourra pas prospérer, ne pourra pas résister. On risquera même d'être recolonisé. Donc pour moi, la question du pétrole et des mines du Gabon nous interpelle, nous appelle à poser l'audit d'abord sur ces secteurs-là. Parce qu'il y a trop de choses. Il y a la fameuse pieuvre que l'élite comprador et politique, administrative et politique de notre pays qui maîtrise et familiale la question des deltas synergie, la grande pieuvre. Il est important pour nous de savoir qu'est-ce qui s'y passe réellement. Parce que moi, au jour d'aujourd'hui, c'est une question tellement fermée, la question des ressources naturelles du Gabon et minières, c'est une question tellement fermée que je me risque même de dire que nous n'avons pas la vérité sur cette question, parce qu'elle est gérée par un certain nombre de familles. Il se dit même au Gabon qu'il y a des familles qui sont propriétaires des puits de pétrole dans ce pays. C'est avéré? Apparemment. Apparemment, c'est la pomme de discorde. Donc, la question du pétrole est une question où il faut que le nouveau chef de l'État qui arrive, qui ne fait pas partie de cette mafia financière et politique, il lui faudrait mettre en place une structure pour une transparence sur le domaine. À partir de cette transparence, il va falloir aussi regarder les accords de partenariat qui existent entre les producteurs, ça veut dire les entreprises privées qui produisent ces ressources naturelles-là, qui extraient ces ressources naturelles pour en faire des produits finis,
regarder les accords de partenariat que nous avions pour revoir avec eux comment la distribution se passe. Parce qu'il y a une gestion opaque sur ce domaine. Je vous dis, j'ai même du mal à en parler parce que moi, j'aime parler avec des chiffres. Et lorsque vous recherchez des chiffres, tout le monde a l'air fermé. On a du mal à vous dire, même ceux qui sont dans le secteur ont du mal à vous informer correctement parce qu'ils se disent que ça se passe ailleurs. Ça, c'est une question familiale, c'est une question d'une bourgeoisie installée. Donc, pour moi... Première chose, audit. Audit. Pour avoir une sorte de transparence sur ce domaine et rendre public. Parce que chaque Gabonais a l'obligation de savoir ce que son pays produit, comme baril de pétrole, combien on le vend, qui le vend, combien on vend le baril et qui le vend, qu'est-ce qu'il revient à l'État et qu'est-ce qui est parti dans les poches de certaines familles. Et c'est à ce niveau où je suis à l'aise pour dire, oui, il y a des gens qui vont rembourser l'argent du Gabon. Parce qu'il n'est pas question que pendant près de 50 ans, il y ait des familles qui, indûment, ont pris une part dans l'argent du pétrole gabonais. Le pétrole qui appartient aux contribuables, qui appartient à tous les Gabonais. Donc, je pense que cet audit-là va permettre de clarifier un certain nombre de choses pour savoir combien on produit, à combien on le vend et qui l'achète. Alors, cela nous amène à parler des finances publiques, M. Gérard Elanguema. On parle souvent du train de vie de l'État. Vous avez même, tout à l'heure, parlé de la réduction du train de vie de l'État. Les finances publiques, la corruption et tout le reste qui existe en sommet, comment vous allez faire pour que les finances publiques soient assainies? Quelles sont les premières actions que vous allez poser? Dans la gouvernance financière et économique que j'entends mener, la question des finances publiques, comment vais-je faire pour mener la guerre à tous ces corrupteurs et tous ces corrompus, à tous ces gens qui n'ont désormais pour seul réflexe que détourner l'argent public? Mais là encore, je pense qu'on ne cessera de le dire, si c'est la solution, on va faire appel encore à cette solution. Il va falloir qu'on sache, secteur par secteur, ce que chaque pan, ce que l'éducation a, ce que les transports ont, ce que la route a. Il va falloir qu'on aille, on va faire un détour. C'est vrai que ça va prendre du temps pour avoir une lisibilité. Ça pourrait vous prendre tout votre mandat. Ça pourrait vous prendre tout votre mandat. Oui, ça peut prendre un mandat, mais je crois qu'à mi-parcours, on pourra avoir quelques résultats. Et l'État pourra déjà commencer à mener son action. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on sache en 50 ans, à partir de 75, parce que le boom pétrolier vient de 75, en 50 ans, il va falloir qu'on sache combien l'État a eu jusqu'en 2016, combien l'État a eu, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui a été mal utilisé, qui a utilisé et où est le reste de nos finances pour qu'il y ait ce que j'appelle vérité et réconciliation. Parce qu'on ne peut pas penser qu'on va changer comme ça sans que les vérités soient sues. Les responsables doivent être sus. Pour moi, c'est un principe de base. Il faut qu'on sache qui sont les responsables de la décrépitude financière du Gabon et qu'est-ce qu'ils ont fait de cette manne financière. Ça veut dire que nous devons savoir secteur par secteur combien de budget ça a engrangé, combien a été utilisé rationnellement, combien on a détourné. Maintenant, pour arriver devant toutes ces habitudes qui se sont installées, comment vais-je faire pour faire en sorte qu'une meilleure gouvernance financière s'installe? Je dis tout simplement que pour moi, on ne deviendra responsable au Gabon que par appel à candidature, pour être sûr que les choses vont être claires.
Si j'ai besoin d'un directeur général, par exemple, à la Caisse Stable, ça va être un appel à candidature. Par nomination. Pas par nomination. Ça veut dire qu'il y a un besoin que l'État ressent d'avoir un directeur général. On fait un appel à candidature. Appel à candidature avec des critères bien déterminés. Maintenant, les concurrents, ceux qui concourent vont venir, chacun passe son examen et puis le meilleur s'en sort. La règle serait un homme, des moyens, des résultats. Un homme, des moyens, des résultats. Nous allons fonctionner presque comme dans une entreprise privée. Il ne s'agit plus d'investir des sous et puis se contenter que oui, on les a utilisés. Bon, tant pis si ça a donné des résultats ou pas. Il va falloir que lorsque l'État investisse son argent, encore qu'au Gabon, tout est presque une question de milliards. Même quand on veut construire une école de 3 salles de classe, on dit ça fait 1 milliard. Donc, à partir de là, nous allons faire en sorte que l'argent financé par l'État, que les résultats correspondent. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une unité de contrôle. Si l'État vous dit, Monsieur Carnot, construisez-moi une salle de classe. Si l'État évalue que cette salle de classe coûte 1 million, alors, par appel d'offres, nous allons faire en sorte que la meilleure entreprise soit celle qui a le marché. On va éliminer la question de gré à gré tout de suite. Elle ne fera plus partie de notre organisation. À partir de là, ce marché va être maintenu par une entreprise qui va finir le travail pour lequel elle a eu le marché. Et puis l'État va engager une autre expertise pour vérifier si d'abord la qualité de la structure correspond à l'argent dépensé. Donc, cela va permettre de réduire de manière drastique, d'améliorer la qualité de la gouvernance des finances publiques au Gabon. Monsieur Gérald Nguema, nous allons aborder la dernière partie de cette émission, le dernier aspect qui concerne le sport, le tourisme, les loisirs et la culture. Et dans une moindre mesure, les questions de préservation de l'environnement. Dans le domaine sportif, le Gabon doit organiser en 2017 la Coupe d'Afrique des Nations. Vous, président de la République, est-ce que vous maintiendrez le projet? Bon, au stade où, évidemment, où l'organisation est engagée, je dois dire que l'honneur de notre pays est engagé. Donc, à partir de là, je suis obligé d'aller jusqu'au bout, moi, si je suis président de la République. Mais si on m'aurait posé la question 1 an en arrière, j'aurais tout de suite dit non. Je pense que ce n'est pas la priorité aujourd'hui de notre économie, mais étant donné l'avancement du dossier, je crois qu'un homme responsable ou un futur président responsable, il faut assumer les actions parce que la continuité de l'État l'exige. L'exige, absolument. Voilà. Alors, dans le domaine sportif, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour faire en sorte que les jeunes sportifs gabonais soient de plus en plus épanouis et qu'ils représentent plus dignement la nation à l'extérieur? Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le domaine du sport? Pour améliorer le domaine du sport, pour moi, au-delà de l'aspect professionnel et du business que est devenu le sport, je dois dire que c'est un domaine qui va participer à réduire la délinquance, qui va participer à réduire de manière considérable la délinquance, l'oisiveté et autres. Donc, c'est un domaine qu'il faut, lorsqu'on est président de la République, prendre avec beaucoup de force et beaucoup de cœur. Pour moi, avant d'arriver à la professionnalisation du sport, il faut permettre à ce que dans les différents quartiers de la capitale et aussi à l'intérieur du pays, il faut permettre à ce que les jeunes ont des plateaux sportifs. Des plateaux sportifs au niveau du football, au niveau du handball, au niveau disons, créer des complexes sportifs. Par exemple, comme dans un environnement comme Zion, c'est à peine
que le 6e arrondissement vient d'avoir un plateau sportif. Et là, je dois dire que ce n'est pas suffisant parce que le 6e arrondissement fait partie de l'un des plus grands arrondissements qui a une forte démographie. Je suis sûr que si tous les enfants de ce quartier veulent faire le sport le même jour, ils ne pourront pas suffire tous dans cet espace. Donc, il faut multiplier des espaces et les ramener à proximité des habitations pour qu'un enfant ne court pas 10 km pour arriver au lieu de sport, qui est un lieu de rencontre, qui est un lieu d'échange, qui est un lieu de civilisation. Donc, chaque arrondissement, chaque localité devrait bénéficier de ces infrastructures. Les établissements scolaires doivent aussi obligatoirement bénéficier de ces infrastructures, au même titre que les établissements scolaires ont le droit de bénéficier des laboratoires, des bibliothèques. Donc, les plateaux sportifs sont une obligation. Cela va nous aider à réduire considérablement la question, à régler partiellement la question de la délinquance juvénile. Mais également la question de la santé, parce qu'il faut absolument évidemment. Le sport participe à l'amélioration de la santé publique. Et dans le domaine culturel, M. Gérald Nguema, il y a une épine au pied des autorités aujourd'hui, c'est la question des droits d'auteur chez les artistes. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour que chaque artiste puisse bénéficier, puisse vivre de son art? Je voudrais... Étant entendu qu'en parlant des questions de sport, vous avez également un tout petit peu décliné ce que vous allez faire en matière de loisirs, hein, parce que les aires de jeu et tout ça, ça fait partie des loisirs. Dans le côté culturel, peut-être les salles de cinéma. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire en sorte que les artistes puissent vivre de leur art au Gabon? Je dois dire que d'abord, pour boucler le côté sport, parce qu'on est vite passé, je dois dire, étant donné le temps qui nous est imparti, il est presque réduit, je dois dire qu'on doit professionnaliser d'abord les clubs, puis l'équipe, permettre à ce que les joueurs des clubs soient professionnalisés. Parce que le sport doit devenir comme un métier. Chez les autres, c'est un métier. On vit dans ça, on grandit dans ça et on gagne sa retraite dans ça. Donc ça ne peut plus être comme un jeu de jeunesse et puis par la suite, on vous dégage. Je crois qu'il faut même créer un fonds de soutien à tous les anciens footballeurs, parce que, du moins ceux qui sont arrivés à l'équipe nationale, parce que c'est des gens qui ont porté haut les couleurs de notre nation. Donc il faut quand même une médaille de reconnaissance ou une journée de souvenir pour ces anciens grands footballeurs, pour ces hommes de corps qui ont valablement défendu notre pays. Bon, pour les droits d'auteur, j'ai pour habitude de dire qu'on reconnaît un peuple par sa musique, par ses écrits, par ses poèmes, ainsi de suite. Sur le plan de la musique, pour parler de droits d'auteur, rien que sur ce pan-là, je pense qu'il faut former encore les Gabonais. Bien qu'il faut créer les droits d'auteur, parce qu'il ne faut pas confondre les choses. N'allons pas prendre une chanson du village ou qu'on chante à l'école primaire et puis vous la mettez dans un single et vous dites que vous avez droit aux droits d'auteur. Ouais. Ça aussi, autant je pense que les droits d'auteur doivent être donnés, autant je pense qu'il faut bien identifier qui a droit et qui n'est pas droit. Qui a réellement créé. Qui a réellement créé. Parce qu'il faut faire la différence entre le folklore et l'œuvre de l'esprit. Donc, à ce niveau, je crois que je favoriserai, je ferai en sorte que ce dossier puisse trouver sa finalisation, que les artistes, parce que moi-même, je me définis comme un artiste, puissent bénéficier et vivre de leurs droits d'auteur, mais dans une production réelle. Hein? Il ne s'agit pas que ça devienne maintenant un rempart. Ça veut dire que quand on regarde et puis on ne trouve rien, et puis on va prendre la petite chanson de la grand-mère au village et puis on met dans un single et on dit j'ai les droits d'auteur. Non, il faut qu'on accompagne les écrivains, il faut qu'on accompagne les musiciens, mais
dans ceux qui font réellement ce qui est appréciable. Donc tout le monde n'aura pas droit. C'est vrai que nous avons une multitude d'artistes, mais je suis sûr que là-dedans aussi, tout le monde n'aura pas droit aux droits d'auteur. C'est difficile de le dire, mais je dis, je suis pour les droits d'auteur, mais je suis pour le mérite de ces droits d'auteur parce qu'on entend trop de choses et parfois on a du mal à savoir qu'est-ce qu'on a même entendu. Or, la musique, rien que la musique, elle éduque, elle forme, elle oriente. Lorsque la musique devient un élément de tapage, on se pose des questions. Lorsque la musique n'est plus une musique engagée, elle ne traite pas des grands thèmes de la société, le chômage, les grandes pandémies, l'économie, parce que la musique peut traiter de l'économie. C'est sa manière de transmettre son message. Lorsqu'il n'y a pas cette substance-là qui fortifie l'esprit, qui touche l'esprit, il y a un problème. Il y a vraiment... quand vous entendez des musiques, bon, c'est le nganga ou machin, bon, vous me dites, vous posez des questions, il s'agit de quoi? Alors, Monsieur le Président, on va terminer par les questions de préservation de l'environnement. La question que j'ai pris l'habitude de poser à l'ensemble des candidats, c'est la question de la préservation de l'éléphant. Le régime actuel préserve l'éléphant, défend les droits de l'éléphant, alors que les populations, elles, expriment leur meurtrissure en expliquant que ces éléphants dévastent leurs plantations. Certains candidats ont dit, une fois au pouvoir, cette loi va être contournée, c'est-à-dire qu'il va falloir abattre les éléphants qui viennent dans l'espace vie des populations. Qu'est-ce que vous entendez faire, vous? Moi, je ne dirais pas que ma position serait d'abattre qui que ce soit. Je crois qu'il y a des outils, que ce soit sur le plan traditionnel comme sur le plan moderne. Il y a des outils qui participent à éloigner les éléphants. Je crois qu'il faut que la question soit prise au sérieux. Je crois que si cette question-là continue à être le quotidien des paysans, c'est tout simplement parce qu'au niveau de l'État, cette question n'a pas encore été prise au sérieux. Lorsque les paysans se plaignent que les éléphants dévastent leurs plantations, moi je crois qu'il faudrait que l'État voit avec des chercheurs, des scientifiques, comment trouver des mesures qui participent à faire en sorte que les éléphants ne s'aventurent pas de plus en plus vers les maisons, vers les plantations. Je crois qu'il faut aborder cette question avec les scientifiques, avec les chercheurs. Je ne crois pas que la solution pour nous serait de dire, bon, on va tout abattre, on va abattre tous les éléphants, mais si on abat tous les éléphants ont un rôle. Par exemple, le chocolat que nous consommons. Les éléphants participent à la reproduction d'un certain nombre. Il ne s'agit pas d'abattre tous les éléphants, il s'agit d'abattre ceux qui viennent dans l'espace vie des populations. Oui, mais d'abord, sur cette question, il va falloir qu'on sache d'abord, avec tout le trafic qu'on a, il nous reste combien d'éléphants réellement dans nos forêts. Donc, ça aussi, ça demande à faire des recherches. Parce que si on dit tout simplement, on va abattre tous les éléphants qui s'aventurent vers les maisons, peut-être c'est le dernier éléphant qui restait dans la forêt qu'on va abattre. Donc, à ce niveau, je pense qu'il faut, avec des chercheurs, trouver des mécanismes qui sont de nature à éloigner, il y a toujours quelque chose qui fait peur, à éloigner ces animaux vers les champs, vers les villages domestiques. Donc je crois que voilà mon approche de la situation, sans pour autant vouloir dire que je préfère les éléphants aux êtres humains. Mais toutes les deux composantes participent à la vie. Les générations futures ont besoin de retrouver ces animaux-là. Ils ont besoin de voir à quoi ils ressemblent. Ou dans ce cas, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Trouver un parc ou ameuter toutes ces vies-là
quelque part pour que les populations ne soient plus inquiétées. Mais moi, je crois qu'il faut régler la question de manière scientifique. Il faut faire des recherches pour qu'on trouve des barrières abstraites qui permettent aux éléphants de ne pas venir un peu plus vers les villages. Je crois que c'est possible si la recherche est effectuée. Voilà, M. Gérard Languema, nous touchons à la fin de notre entretien. Je vais vous demander de vous plier au rituel dont ne demande qu'à vous croire en signant le livre d'or de notre émission, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je vais vous lire pour que les Gabonais sachent ce que vous avez écrit dans ce livre d'or. Moi, Président, je dirigerai le Gabon dans le dialogue permanent, la concertation et je le garderai dans la paix, seule véritable mesure de développement, je le jure devant Dieu, signé Gérard Languema. Il est donc président candidat à la présidentielle du 27 août prochain. Merci, M. Gérard Languema. Maintenant, vous avez 1 minute en regardant cette caméra pour vous adresser aux populations. Mes chers concitoyens, je sais combien vous êtes meurtris dans votre espoir de voir l'avènement d'une société démocratique. Je sais combien de fois vous aspirez au changement, mais au changement véritable. Je voudrais vous dire que moi aussi, j'aspire à ce changement véritable. Je voudrais encore vous dire que je suis véritablement engagé pour ce changement véritable, pour le bien des Gabonais que vous êtes. Mais je voudrais relever que je ne peux faire aboutir cette aspiration que si et seulement vous m'accordez vos suffrages, si vous me faites confiance. Vous connaissez mon parcours politique. Vous connaissez que j'ai la capacité de mener ce pays à bon port, que j'ai la capacité d'apporter les réformes nécessaires, que j'ai la capacité de relever les pensions, parce que je sors d'une famille pauvre où la pension est nécessaire. Je sais que vous savez que je peux résoudre le problème du chômage. Je sais que vous savez que je peux résoudre le problème de la vie chère. Je sais que vous savez que je suis sensible à la question de l'éducation qui, chaque jour, inquiète chaque parent à la veille d'une rentrée scolaire. Je voudrais vous dire ici que face à toutes les extrêmes qui se forment, que je suis la voie de l'espérance que chacune et chacun de vous peut emprunter pour sortir notre pays de ce marasme politique et notre vie de ce marasme économique où le système de 54 ans aujourd'hui nous a menés. Je voudrais tout simplement vous inviter à m'accorder vos suffrages au soir du 27 et vous rassurer que si vos suffrages me sont accordés, vous êtes sûr et vous me connaissez que moi, Gérard Languema, je saurais défendre cette confiance que vous auriez faite en ma personne.
Je vous souhaite d'ores et déjà bonne fête des indépendances, parce que c'est peut-être une des rares fois où j'aurai encore à m'adresser à vous dans ce contexte. Et vous dire que la terre promise est à côté. Cela ne dépend que de chacun de nous à prendre la bonne décision. Ne nous laissons pas influencer par les artifices, l'argent, les t-shirts. Donnons-nous la possibilité d'avoir l'avènement d'un Gabon nouveau pour prendre un nouveau départ. Je vous remercie. Ce sera votre dernier mot, Monsieur le Président. Merci. On ne demande qu'à vous croire. On ne demande qu'à vous croire, Madame, Monsieur, c'est la fin. Merci d'avoir été nombreux devant votre petit écran à regarder cet entretien avec Gérard Elanguema, candidat à la présidentielle du 27 août 2016 prochain. Merci à vous, merci à tous les techniciens. À demain.